Pourquoi l'année 1789 marque-t-elle une rupture dans l'histoire de France? Nous allons voir comment les événements se sont enchaînés pendant cette année 1789 pour changer intégralement la société. Le fonctionnement social de la France, qui durait depuis 1000 ans, va être bouleversé en une seule année, cette année 1789. Nous avons vu précédemment que le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux le 5 mai 1789. Le but de cette convocation des États généraux était de trouver un nouveau moyen de financer la politique du roi, puisque les caisses étaient vides à la suite de plusieurs années de récolte très mauvaises, et aussi à la suite de la guerre d'indépendance américaine. Je vous avais dit que dès le départ, ces États généraux avaient donné lieu à une polémique, puisque même si les députés du tiers-état étaient 2 fois plus nombreux que ceux de la noblesse et ceux du clergé, on avait un vote par ordre et non pas par représentant, et donc le tiers-état se retrouvait en minorité par rapport aux privilégiés. Très vite pendant cette réunion des États généraux, les discussions vont tourner non pas autour du budget, comme le voulait le roi, mais autour d'une nouvelle forme de liberté qui est demandée par à peu près tous les députés. Donc le roi va faire prendre peur et il va donc arrêter la réunion. Il va fermer la salle pour empêcher les députés de se réunir. Il va donc envoyer l'armée pour empêcher les députés d'entrer dans la salle. Les députés vont donc se tourner vers une autre salle capable d'accueillir tous ces gens. Ainsi, le 20 juin, les députés se retrouvent dans la salle du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Donc une grande salle. Et tous les représentants du clergé, du tiers-état et de la noblesse se retrouvent dans cette salle et prêtent un serment. Donc on peut voir au premier plan un représentant du clergé en blanc, un représentant du tiers-état en noir et un représentant de la noblesse en culotte. Ils vont donc prêter un serment, le serment du jeu de paume, dans lequel ils promettent de ne se séparer que lorsqu'ils auront donné une nouvelle constitution à la France. Autrement dit, ils vont imposer de pouvoir changer la société et de donner un cadre aux lois qui seront à présent votées. Le 14 juillet, une rumeur court dans Paris disant que les princes étrangers, qui sont alliés au roi, vont venir attaquer la capitale pour arrêter la révolution. Donc, les Parisiens cherchent à s'armer. Ils pensent, à raison d'ailleurs, qu'il y a des armes dans la Bastille. Et donc, le 14 juillet au matin, les Parisiens vont attaquer la Bastille pour récupérer les armes qui sont à l'intérieur. Donc la prise de la Bastille, c'est doublement symbolique. D'abord parce que donc c'est le peuple qui attaque la Bastille pour récupérer des armes. Et la Bastille, c'est aussi le symbole de l'arbitraire du roi. C'est-à-dire que à cette époque, pour parler de emprisonner quelqu'un, on disait l'embastiller. Le roi pouvait, par lettre de cachet, décider de la mise en Bastille de n'importe qui sans avoir à justifier. Donc, l'objectif de la prise de la Bastille est bien de récupérer des armes et non pas de libérer des prisonniers parce que, en fait, quand la Bastille a été prise, il y avait très peu de prisonniers à l'intérieur. Donc, c'est le début de la Révolution française et on va parler des sans-culottes. Alors, le sans-culotte, ce n'est pas quelqu'un qui se promène les fesses à l'air en ville. Un sans-culotte, c'est quelqu'un qui ne porte pas la culotte parce qu'il porte le pantalon. La culotte est l'habit des nobles. Donc c'est pour bien montrer qu'il n'appartient pas à la noblesse, mais au peuple. Suite à la prise de la Bastille, il va y avoir plusieurs révoltes dans les campagnes. Et dans certaines campagnes, les nobles vont être pris à partie, voire même exécutés. C'est ce qu'on appellera la période de la Grande Peur.
Pour réagir à ça et essayer d'arrêter ce massacre, les députés, qui se sont rassemblés au sein d'une assemblée nationale, dans le but donc de donner une constitution à la France, vont voter dans la nuit du 4 au 5 août 1789 l'abandon de tous les privilèges en France. Donc, la noblesse n'aura plus ses privilèges, le peuple pourra racheter la terre, le clergé n'aura plus ses privilèges, mais les villes non plus, qui avaient des communes qui avaient des privilèges depuis le Moyen-Âge, non plus non plus. Donc, il n'y a plus aucun privilège. Donc, cette date du 4 août 1789 est vraiment à retenir. C'est un tournant dans l'histoire de France. Sur sa lancée, l'Assemblée nationale et les représentants du peuple de France écrivent la Déclaration des droits de l'homme le 26 août 1789. C'est la première fois qu'on met en avant les droits qui sont propres à tous les hommes, qui devraient être respectés pour tous les hommes. Donc parmi ces droits, on trouve en article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. » Donc, on dit que tous les hommes sont égaux et qu'on ne peut se considérer supérieur aux autres que si on est plus utile que les autres. Dans l'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Cet article est très important aussi parce que ce qu'on met en place dans cet article, c'est la démocratie. Jusque-là, le roi tenait son pouvoir de Dieu. À présent, on dit que seule la nation peut donner son pouvoir à l'individu qui va le gouverner. Dans l'article 4, on dit que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on est libre de faire tout ce qu'on veut à partir du moment où ça ne fait pas de mal à quelqu'un d'autre. Dans l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi. Ici, on rétablit la liberté religieuse qui avait été accordée par Henri IV dans l'édit de Nantes et qui avait été révoquée par Louis XIV. Le 5 octobre 1789, les femmes et quelques hommes déguisés en femmes se rendent à Versailles à cause de la famine. En effet, le peuple est assez éloigné de toutes ces idées de liberté que sont en train de voter leurs représentants. Ce qui les intéresse vraiment, c'est la vie de tous les jours et la cherté de la vie de tous les jours. Ça devient très très difficile de se nourrir, le pain et le prix du pain explosent. Donc les femmes sont persuadées que si elles vont récupérer le roi, une fois que le roi sera dans Paris, les choses s'amélioreront. Donc ils partent à Versailles pour chercher le roi, la reine et les enfants royaux et les ramener à Paris. À la fin de cette journée du 5 octobre 1789, le roi quitte Versailles définitivement. Il sera prisonnier du peuple à partir de ce 5 octobre 1789. Mais il reste le roi. Les révolutionnaires vont lui faire prêter serment sur la Déclaration des droits de l'homme, puis sur la Constitution. Et le roi devient non plus le roi de France, mais le roi des Français. On va aussi s'attaquer à quelque chose qui va rester jusqu'ici, c'est-à-dire les mesures. Pendant la Révolution française, on va créer le système métrique qui va rester et que nous utilisons encore aujourd'hui et qui va se répandre dans le monde entier, sauf le monde anglo-saxon. Donc on va créer en particulier le litre, le gramme, le mètre, l'art, le franc et le ster. Je reviens ici sur la gravure que nous avions vue au tout début de la première vidéo sur la Révolution française, car elle a été reprise pour montrer que l'ordre a changé. Donc, à présent, le tiers-état
est en position de supériorité, il a le droit de chasser, et on voit que sur cette gravure, il y a une balance qui représente l'égalité. Dernière remarque, on voit que sur cette gravure d'août 1789, on a encore « Vive le roi, vive la nation ». Quand la Révolution française commence, à aucun moment il n'est prévu de se débarrasser du roi, mais uniquement de lui donner la légitimité du peuple. Les événements feront que le roi, finalement, sera condamné à mort sous le nom de Louis Capet et exécuté en janvier 1793.